Quelque part le long des bayous humides du sud de la Louisiane, durant l'été brutal de 1872, 11 hommes moururent dans leur lit. Pas de la fièvre jaune, ni de la consomption. Chacun eut la gorge tranchée avec une précision chirurgicale pendant son sommeil. Leurs corps furent découverts à l'aube, les visages figés entre l'extase et la terreur. Les 11 étaient des membres éminents des Chevaliers du Caméléon Blanc, la section la plus redoutée du Ku Klux Klan de la région. Les autorités locales consignèrent les morts comme des incidents sans lien entre eux, répartis sur 4 paroisses, rédigeant des rapports qui contredisaient les témoignages et les preuves matérielles. L'affaire fut discrètement classée en 6 mois, tous les dossiers scellés sur ordre du juge paroissial. Mais dans les quartiers exigus réservés aux Noirs, dans les arrière-salles des églises des Affranchis, une autre histoire circulait, une histoire murmurée pendant des générations, jamais écrite, jamais prononcée à voix haute, là où des oreilles blanches pourraient entendre. Ce soir, cette histoire peut enfin être racontée. Avant de poursuivre le récit de la femme qu'ils appelaient « Lave Noire », j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Abonnez-vous dès maintenant, car ce genre d'histoire, celles qui ont été délibérément enfouies, que des hommes puissants voulaient devoir oublier, c'est ce que nous révélons sur cette chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, de quel État nous écoutez-vous? Êtes-vous en Louisiane, dans le sud profond? Je veux savoir d'où notre communauté regarde ces histoires oubliées refaire surface. L'histoire ne commence pas en 1872, mais 4 ans plus tôt, dans les cendres d'une guerre qui était censée être terminée. La paroisse de Saint-Martin, en 1868, était une plaie qui refusait de guérir. Les grandes plantations qui avaient autrefois produit sucre et coton par tonnes se dressaient désormais comme des dents pourries contre le ciel de Louisiane. Leurs champs retournaient au marécage. Leurs demeures étaient occupées par des troupes fédérales ou laissées à s'effondrer sous le poids de leur ancienne gloire. La ville de Breaux Bridge servait de siège paroissial, un ensemble de bâtiments battus par le temps, regroupés autour d'un palais de justice qui avait changé de drapeau 3 fois en 7 ans. La population avait évolué d'une manière qui terrifiait l'ancienne classe des planteurs. Près de 4000 anciens esclaves circulaient désormais librement dans des rues où il leur avait autrefois été interdit même de croiser le regard des Blancs. Ils possédèrent des biens, pour certains. Ils votaient, protégés par la présence de soldats de l'Union et du Bureau des Affranchis. Ils témoignaient devant les tribunaux contre des accusés blancs. Une inversion de l'ordre naturel si profonde que de nombreux habitants de longue date parlèrent d'une sorte d'apocalypse, de la fin même de la civilisation. En réponse, les chevaliers du Caméléon Blanc émergèrent des vestiges des sociétés de vétérans confédérés et des milices locales. Contrairement à leurs homologues plus célèbres d'autres États, les chevaliers de Louisiane se targuaient d'une certaine sophistication. Ils ne portèrent pas de cagoule, ne brûlèrent pas de croix. C'étaient des avocats, des commerçants, d'anciens officiers, des propriétaires de plantations tentant de sauver ce qui restait de leurs biens. Ils contrôlaient les tribunaux locaux, le bureau du shérif, le conseil paroissial. Ils n'avaient pas besoin de mise en scène. Ils avaient le pouvoir. Leur méthode était chirurgicale. Un affranchi qui parlait trop hardiment en ville pouvait retrouver ses récoltes incendiées, sa mule estropiée, son crédit soudainement révoqué au magasin général. Un homme noir qui s'inscrivait pour voter pouvait recevoir la visite nocturne de messieurs bien habillés, lui expliquant, de manière parfaitement raisonnable, pourquoi il devrait reconsidérer sa décision. La violence était réservée à ceux qui se montraient inflexibles, et même alors, elle était calculée, conçue pour envoyer un message sans attirer l'intervention fédérale. Les chevaliers se réunissaient chaque jeudi soir dans une arrière-salle de l'hôtel Breaux Bridge, un établissement de 3 étages sur Main Street appartenant à Harold Jessup, l'un de leurs membres fondateurs. 11 hommes composèrent le cercle intérieur, les décideurs qui déterminaient quels affranchis devaient être rappelés à leur place, quels républicains blancs devaient être encouragés à quitter la paroisse, quels sympathisants fédéraux nécessitaient une persuasion plus agressive. C'est dans cette poudrière qu'entra une femme, se faisant appeler Céleste Defrein. Elle arriva à Breaux Bridge un mardi matin de la fin avril, descendant du bateau à vapeur en provenance de la Nouvelle-Orléans, avec une seule malle et une ombrelle de soie noire. Elle avait peut-être 30 ans, bien que son visage possédât une qualité qui rendait l'âge difficile à déterminer. Ni jeune, ni vieille, mais étrangement en dehors du cours normal des années. Sa peau avait la couleur du café au lait, cette teinte ambiguë qui, en Louisiane, pouvait indiquer aussi bien une aristocratie créole
qu'un métissage aux origines multiples. Elle portait des vêtements du matin d'une coupe coûteuse, nécessitant une couturière qualifiée et des tissus fins, suggérant richesse et statut. Elle prit une chambre à l'hôtel Brobridge, payant 1 mois d'avance en pièces d'or qu'elle compta une à une sur le comptoir de Harold Jessup. Son français était impeccable, son anglais teinté d'un accent parisien qui fascinait les habitants. Elle prétendait être la veuve d'un marchand français mort à la Nouvelle-Orléans lors de l'épidémie de fièvre jaune de l'été précédent. Elle disait chercher à acheter une propriété dans la paroisse, peut-être une petite maison avec un terrain où elle pourrait vivre tranquillement, loin de la maladie et du chaos de la ville. L'histoire était suffisamment plausible. La Nouvelle-Orléans avait bel et bien subi une épidémie dévastatrice. Des marchands français faisèrent des affaires dans toute la Louisiane. Des veuves créoles bien nées cherchaient souvent refuge dans des communautés plus petites. Et il y avait quelque chose chez Céleste Defrein qui décourageait les questions trop insistantes. Une dignité, une assurance suggérant qu'elle était habituée à être traitée avec respect. Elle assistait à la messe à l'église catholique Saint-Bernard chaque dimanche matin, s'asseyant dans la section réservée aux familles créoles de rang. Elle prenait ses repas seule dans la salle à manger de l'hôtel, lisant des romans français ou écrivant des lettres d'une écriture nette et précise. Elle se promenait en ville l'après-midi, l'ombrelle protégeant son visage, saluant poliment ceux qu'elle croisait sans jamais engager la conversation. Elle semblait n'avoir aucun intérêt pour les tensions raciales qui déchirèrent la paroisse, aucune opinion politique, aucun lien avec la communauté des affranchis ou les autorités fédérales. En 2 semaines, elle avait attiré l'attention de chaque homme du Conseil des Chevaliers. Cela commença de manière innocente. Thomas Brouzard, propriétaire de 1500 acres de champs de coton en difficulté à l'est de la ville, la rencontra devant le magasin général un mercredi après-midi. Elle examinait un rouleau de tissu, ses mains gantées glissant sur la matière, avec une habileté exercée. Il offrit son aide, disant connaître le marchand et pouvoir s'assurer qu'elle obtiendrait un prix équitable. Elle lui sourit. Un sourire mêlant gratitude et amusement, comme si sa galanterie lui semblait charmante, mais inutile. Ils parlèrent une dizaine de minutes, durant lesquelles elle évoqua ses difficultés à trouver une propriété convenable, son manque de familiarité avec la région, sa dépendance à la bonté d'étrangers en cette période difficile de deuil. Brouzard pensa à elle le reste de la journée. Il y avait chez elle quelque chose de magnétique, une qualité qu'il ne parvenait pas à nommer. Ce n'était pas seulement la beauté, bien qu'elle fût indéniablement séduisante. C'était une attention concentrée, comme si, lorsqu'elle vous regardait, vous deveniez la seule personne au monde qui comptait. Lorsqu'elle effleura légèrement son bras pour le remercier, il ressentit le contact comme une décharge électrique. Il commença à trouver des raisons de se tenir dans le hall de l'hôtel lorsqu'elle passait. Il proposa de lui montrer des propriétés susceptibles de lui convenir. Elle accepta avec une modestie reconnaissant à la fois sa générosité et sa propre vulnérabilité en tant que femme seule. Ils visitèrent plusieurs terrains au cours des jours suivants, toujours dûment chaperonnés par la présence d'autrui à proximité, toujours de retour avant le coucher du soleil. Brouzard dit à sa femme qu'il s'agissait de transactions potentielles, qu'il aidait une veuve respectable comme tout gentleman chrétien se devait de le faire. Mais il pensait constamment à Céleste, à la façon dont la lumière des bougies dessinait la courbe de son cou, au léger parfum de lavande qui imprégnait ses vêtements, à la manière dont ses yeux croisèrent les siens avec une expression qui semblait voir à travers toute sa respectabilité soigneusement entretenue jusqu'à quelque chose de brut et d'affamé en dessous. Les autres chevaliers remarquèrent la distraction de Brouzard, et peu à peu, plusieurs d'entre eux entreprirent leur propre connaissance de Madame Defrein. Antoine Lair, avocat ayant défendu plusieurs membres du clan devant les tribunaux fédéraux, offrit ses services juridiques pour toute transaction immobilière. Le docteur Raymond Hébert, coroner paroissial, exprima son inquiétude pour sa santé, le stress du veuvage, le changement de climat, et suggéra qu'une consultation pourrait lui être bénéfique. Eugène Fontineau, propriétaire du plus grand magasin de tissus de la paroisse, lui accorda une généreuse ligne de crédit pour tout article ménager dont elle pourrait avoir besoin une fois installée. Céleste accepta chaque offre avec la même réserve gracieuse, sans jamais sembler encourager l'attention, mais faisant pourtant en sorte que chaque homme se sente seul à comprendre sa situation, seul capable de lui fournir ce dont elle avait besoin. Il se disait qu'elle était une femme respectable, en circonstances difficiles, que leur intérêt était purement chevaleresque. Le fait qu'elle occupât leurs pensées,
qu'ils inventassent des prétextes pour passer à l'hôtel, qu'ils comparassent sa manière raffinée à celle plus provinciale de leurs épouses, tout cela n'était, à leurs yeux, que des réactions naturelles face à une femme exceptionnelle. En juin, la dynamique des réunions du jeudi soir changea subtilement. Les 11 hommes qui avaient toujours travaillé ensemble avec une précision militaire commencèrent à se livrer à de petites rivalités, à des compétitions discrètes pour le statut et la reconnaissance. Broussard évoquait ses promenades de l'après-midi avec Madame Defrein. L'air répliquait par ses consultations juridiques. Hébert parlait de sa constitution délicate et de son besoin d'une attention médicale régulière. Les autres, Jessup, le propriétaire de l'hôtel, Marcos Thibideau, qui contrôlait le journal paroissial, le juge Vincent Théot, détenteur de l'autorité judiciaire locale, le shérif Claude Desvaux, le banquier Philippe Rousseau, les planteurs William Duplantis et Charles Arsenault trouvèrent chacun leur propre manière d'établir un lien avec la fascinante veuve. Aucun d'eux ne remarqua que Céleste n'avait jamais réellement acheté de propriété. Aucun ne se demanda pourquoi une femme prétendument en fuite de la Nouvelle-Orléans aurait choisi Brobridge, un trou violent et instable, déchiré par les conflits raciaux. Aucun d'entre eux ne se demanda pourquoi, pour une veuve en deuil, elle semblait remarquablement maîtresse d'elle-même, ne pleurant jamais, ne parlant jamais de son mari disparu, sinon dans les termes les plus vagues. Et aucun d'entre eux ne savait que, tard dans la nuit, une fois l'hôtel plongé dans le silence, Céleste Defrein s'asseyait au petit bureau de sa chambre et ajoutait des notes à un journal relié de cuir, consignant les habitudes de chaque homme, ses failles, ses secrets, ses péchés, notant où il vivait, qui gardait sa maison, si sa femme dormait profondément, s'il conservait des armes près de son lit, enregistrant tout ce qu'elle aurait besoin de savoir le moment venu pour recouvrer ses dettes. Car Céleste Defrein, si tant est que ce fût son véritable nom, n'était pas venue à Brobridge pour acheter une propriété, ni pour pleurer un mari, ni pour fuir la fièvre jaune. Elle était venue dans un but très précis, un but qui exigeait patience, planification et la volonté d'utiliser toutes les armes à sa disposition. Elle était venue pour tuer 11 hommes. La première mort survint le 19 juillet 1872, lors de la pire vague de chaleur dont quiconque à Saint-Martin-Parish se souvenait. Le corps de Thomas Broussard fut découvert à l'aube par sa femme. Il gisait dans leur lit, dans la maison de plantation qu'il avait héritée de son père. Sa gorge avait été ouverte d'une oreille à l'autre avec une telle violence que l'entaille avait presque atteint la colonne vertébrale. Les draps sous lui étaient imbibés de sang, tout comme le matelas et le sol au pied du lit. La brutalité de la blessure contrastait violemment avec la sérénité de son visage. Ses yeux étaient clos, ses traits détendus, ses mains reposant le long de son corps, comme s'il s'était simplement endormi pour ne jamais se réveiller. Les cris de Madame Broussard firent accourir le personnel de la maison. Parmi eux se trouvait une femme noire âgée nommée Esther, au service de la famille depuis avant la guerre, d'abord comme esclave, puis comme domestique salariée. Des années plus tard, dans un témoignage qui ne figurerait jamais dans les archives officielles, Esther décrirait ce qu'elle avait vu en entrant dans cette chambre. Pas seulement le corps, pas seulement le sang, mais autre chose encore, quelque chose qui n'avait aucun sens, et qu'elle comprit immédiatement qu'elle ne devait jamais mentionner aux autorités blanches. Il y avait 2 verres de vin sur la table de chevet, tous deux vides. La pièce sentait la lavande et autre chose, quelque chose de doux et d'organique qu'Esther ne parvenait pas à identifier. Monsieur Broussard ne portait que sa chemise de nuit, remontée autour de ses cuisses. Les draps étaient en désordre d'une manière suggérant une activité vigoureuse avant la mort. Et bien que Madame Broussard eût dormi dans une chambre voisine, souffrant d'insomnie et prenant souvent des quartiers séparés pour ne pas déranger son mari, il était évident que Broussard n'était pas seul lorsqu'il mourut. Le shérif d'Hérault arriva dans l'heure, accompagné du docteur Hébert. Ils examinèrent la scène, interrogèrent les domestiques et établirent ce qui deviendrait la version officielle. Thomas Broussard avait été assassiné par un intrus, probablement un affranchi animé d'une rancune, qui s'était introduit dans la maison durant la nuit et lui avait tranché la gorge pendant son sommeil. L'absence de signes de lutte suggérait un meurtrier rapide et expérimenté. Le fait que rien n'eût été volé indiquait un mobile personnel, non un cambriolage. Le shérif avança l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être de représailles pour l'un des nombreux rappels à l'ordre que les chevaliers avaient infligés à des Noirs jugés trop arrogants ces derniers mois. Mais Esther
nettoyant la chambre après l'enlèvement du corps, découvrit quelque chose que les hommes blancs avaient manqué, ou choisi d'ignorer. Coincé entre les lames du plancher près du lit, se trouvait un long cheveu, sombre et brillant, trop fin pour appartenir à Madame Brouzard, et en retirant les draps, elle constata qu'ils étaient tachés de bien plus que de sang. D'autres fluides étaient présents, des preuves d'actes dont les gens respectables ne parlaient pas, mais que toute femme reconnaissait. Elle ne dit rien. Elle brûla les draps, comme Madame Brouzard le lui ordonna. Elle balaya le sol, frotta les taches de sang, ouvrit les fenêtres pour chasser l'odeur de la mort et des secrets. Et lorsque les autres domestiques lui demandèrent ce qu'elle avait vu, elle ne leur dit que ce qui les maintiendrait en sécurité, que M. Brouzard avait été tué par un intrus, que le shérif enquêtait, qu'ils devaient tous éviter de sortir seuls la nuit. Mais dans le quartier noir de la ville, parmi des gens qui avaient appris à voir ce que les Blancs refusèrent de reconnaître, une autre histoire commença à circuler. Des murmures au sujet de la femme récemment arrivée en ville. La belle veuve, qui avait attiré l'attention de tant d'hommes puissants. Des visites fréquentes de Thomas Brouzard à l'hôtel. La manière dont il regardait Madame Defrein. Les après-midi passés à lui montrer des propriétés dont il ne parlait jamais à sa femme. Et l'étrange coïncidence qu'un homme connu pour sa cruauté envers les affranchis, un homme qui avait personnellement supervisé la flagellation de 3 hommes noirs le mois précédent pour avoir tenté de voter, ait été retrouvé la gorge tranchée quelques jours seulement après avoir été vu dînant en privé avec la mystérieuse veuve créole. Les funérailles eurent lieu un samedi, toute la ville se déplaçant pour rendre hommage. Les chevaliers y assistèrent en bloc, regroupés près de la tombe, le visage fermé. Ils n'étaient pas des imbéciles. Ils comprirent que le meurtre de l'un des leurs était un message, une déclaration de guerre. Ils supposèrent qu'elle venait de la communauté des affranchis ou de sympathisants fédéraux. À voix basse, ils discutèrent de la riposte, des mesures à prendre, des leaders noirs qu'il faudrait donner en exemple. Aucun d'eux ne remarqua que Céleste Defrein assistait elle aussi aux funérailles, se tenant à distance respectueuse, voilée de noir, la tête inclinée dans une prière apparente. Aucun ne vit le léger sourire satisfait qui courba ses lèvres lorsqu'elle crut n'être observée par personne. Et aucun ne devina que, exactement 3 semaines plus tard, il y aurait un autre enterrement. Antoine mourut le 9 août, dans des circonstances étrangement similaires à celles de Brouzard. On le trouva dans son logement de célibataire au-dessus de son cabinet d'avocat, la gorge tranchée, le visage paisible, des preuves d'une présence féminine peu avant sa mort. Cette fois, les autorités chargées de l'enquête, ce qu'il en restait, puisque le shérif et le coroner étaient eux-mêmes des chevaliers, ne purent maintenir la fiction de l'intrus isolé. 2 chevaliers morts de manière identique en moins d'1 mois révélaient un schéma, une campagne ciblée. Les murmures dans la communauté noire s'amplifièrent. On l'appelait désormais l'Ave Noire, la veuve noire, la femme qui séduisait de puissants hommes blancs et les laissait morts dans leur lit. Certains parlaient d'elle avec crainte, redoutant qu'elle n'attire des représailles sur toute la population affranchie. D'autres parlaient avec une satisfaction sombre, le sentiment qu'une justice refusée par les voies officielles était rendue par d'autres moyens. Car ce que les autorités blanches refusaient d'admettre, ce que chaque personne noire de la paroisse de Saint-Martin savait sans qu'il soit besoin de le dire, c'était que Céleste Defrein n'avait pas choisi ses victimes au hasard. Chaque homme qu'elle avait séduit, chaque homme qu'elle avait tué, avait du sang sur les mains. Du vrai sang. Pas une métaphore. Thomas Brouzard avait supervisé de multiples flagellations et incendié la cabane d'un affranchi qui avait déposé une plainte auprès du bureau des affranchis. Antoine avait défendu des membres du clan en intimidant des témoins noirs, en menaçant leurs familles, en veillant à ce que la justice ne soit jamais rendue. Le même schéma se répéterait avec chaque victime suivante, bien que les autorités blanches ne fissent jamais le lien, ne se demandant jamais pourquoi ces hommes précis étaient ciblés. Le 12 août, les 9 chevaliers restants tinrent une réunion d'urgence dans l'arrière-salle de l'hôtel. Les rencontres du jeudi soir ne suffisaient plus. La situation exigeait une action immédiate. Ils devaient identifier le meurtrier. Ils devaient se protéger. Ils devaient rétablir l'ordre avant que la panique ne se répande dans la communauté blanche. Ce fut le juge Théo qui formula le premier ce que plusieurs d'entre eux pensaient déjà, sans oser le dire à voix haute. « Messieurs, dit-il d'une voix lourde de réticence, nous devons envisager la possibilité que le meurtrier soit quelqu'un que nous connaissons, quelqu'un qui a accès aux maisons de ces hommes, quelqu'un en qui ils avaient suffisamment confiance pour baisser leur garde.
La pièce plongea dans le silence. Tous comprirent l'implication. Brouzard et Antoine avaient été tués dans leur propre lit. Apparemment sans lutte. Apparemment après des moments d'intimité. Le meurtrier devait être quelqu'un qu'ils auraient admis dans leur quartier privé, quelqu'un dont la présence ne les aurait pas alarmés. Une femme, dit doucement le docteur Hébert. Il faudrait que ce soit une femme. Ils se regardèrent avec une horreur croissante, tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient. Une belle femme récemment arrivée en ville. Une femme qui, d'une manière ou d'une autre, avait attiré l'attention de chaque homme présent. Une femme dont le passé, maintenant qu'ils y réfléchissaient sérieusement, était étrangement flou, soutenu uniquement par son propre témoignage et la plausibilité générale de son histoire. « Madame Defrein », dit le shérif d'Hérault. « Mon Dieu, c'est Madame Defrein. » Mais alors même qu'ils arrivaient à cette conclusion, alors même qu'ils commençaient à discuter de la manière de l'enquêter, de prouver sa culpabilité, de l'arrêter sans provoquer de scandale, ils se heurtèrent à un problème terrible. Chacun d'eux avait passé du temps seul avec elle. Chacun d'eux avait, d'une manière qu'il n'avait jamais admise, même à lui-même, été séduit par elle. Chacun d'eux avait des secrets qu'il ne voulait pas voir révélés, des visites dans sa chambre d'hôtel, des cadeaux offerts, des promesses faites. L'enquêter, ce serait s'enquêter soi-même, inviter un examen qu'ils ne pouvaient se permettre. Et sous leur peur et leur colère coulait un autre courant, plus profond encore, que nul d'entre eux n'aurait osé reconnaître. La fascination. Car même maintenant, même en sachant ce qu'elle pouvait être, ce qu'elle avait peut-être fait, plusieurs d'entre eux ne parvenaient pas à cesser de penser à elle, à se rappeler la manière dont elle les regardait, les touchait, leur donnait le sentiment d'être des hommes puissants et importants, plutôt que les vestiges amers d'un monde à l'agonie. Avant d'aller plus loin dans ce récit sombre, il faut que vous compreniez une chose. Cette histoire devient plus profonde, plus tortueuse que tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. Si vous sentez ce frisson vous parcourir l'échine, si vous vous demandez jusqu'où tout cela est allé, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Laissez un commentaire avec votre théorie sur la suite. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, car nous allons révéler comment ce jeu de mort s'est déroulé et vous ne voudrez manquer aucun détail. Continuons. L'enquête sur Céleste Defrein débuta avec une extrême discrétion. Le juge Théo usa de son autorité pour demander silencieusement des informations à la Nouvelle-Orléans, envoyant des télégrammes à des contacts de la police et à des greffiers de tribunaux, s'enquérant d'une veuve créole nommée Defrein, dont le mari serait mort lors de l'épidémie de fièvre jaune. Les réponses, lorsqu'elles arrivèrent, furent troublantes. Aucun marchand du nom de Defrein n'était mort à la Nouvelle-Orléans durant l'épidémie. Aucun certificat de décès ne correspondait à cette description. L'adresse que Céleste avait donnée comme résidence à la Nouvelle-Orléans était une pension dont le propriétaire ne se souvenait de personne portant ce nom. C'était comme si la femme s'était matérialisée à partir de rien, tout son passé n'étant qu'une fabrication. De son côté, le shérif d'Hérault commença à interroger discrètement le personnel de l'hôtel et les commerçants locaux. Ce qu'il apprit dressait le portrait d'une femme à la fois partout et nulle part. La vie de Céleste suivait une routine régulière. Elle allait à l'église, achetait des articles ménagers ordinaires, mais personne ne pouvait dire la connaître réellement. Elle n'avait ni amis, ni confidents, ni visiteurs, à l'exception des différents chevaliers qui lui rendèrent visite. Sa chambre était toujours impeccable, son comportement toujours irréprochable, mais quelque chose chez elle troublait les gens, sans qu'ils puissent l'exprimer clairement, pas exactement menaçant, mais dérangeant d'une manière insaisissable. Les domestiques noirs de l'hôtel se montrèrent plus informatifs, mais seulement lorsqu'on les interrogea en privé et avec des assurances de protection. Une femme de chambre nommée Rachel rapporta que la chambre de Madame Defrein ne contenait aucun effet personnel au-delà du strict nécessaire. Pas de photographie, pas de lettres, pas de souvenirs d'un mari défunt, seulement des vêtements, des articles de toilette et une malle verrouillée qu'elle n'avait jamais vue ouverte. La chambre sentait toujours la lavande, même en l'absence de Madame, comme si elle avait imprégné les murs eux-mêmes de son parfum. Plus révélateur encore, à 2 reprises, Rachel avait vu Madame Defrein rentrer très tard dans la nuit, bien après minuit, entrant par une porte latérale et se déplaçant dans les couloirs comme une ombre. Les 2 fois, elle portait ce qui ressemblait à une sacoche médicale en cuir, un objet dont Rachel ne voyait pas l'utilité pour une veuve. Pendant que l'enquête avançait, les chevaliers mirent en place des mesures de sécurité. Ceux qui avaient une famille les envoyèrent chez des parents dans d'autres paroisses,
prétextant des nécessités professionnelles. Ceux qui vivaient seuls engagèrent des gardes, d'anciens soldats confédérés, pour patrouiller leurs propriétés la nuit. Ils varièrent leurs habitudes, changèrent leurs serrures, gardèrent des pistolets chargés à portée de main. Ils cessèrent de sortir après la tombée de la nuit et évitèrent de se déplacer seuls. Chaque bruit, chaque ombre devenait suspecte, et ils attendaient la prochaine mort, car tous comprenaient avec une certitude sinistre qu'elle viendrait. Le docteur Raymond Hébert fut le troisième à mourir. On le trouva le 27 août dans son cabinet médical, la gorge tranchée, le corps disposé sur sa propre table d'examen. Les circonstances étaient presque identiques, des preuves de la présence récente d'une femme, des verres de vin, la même expression paisible en contradiction totale avec la violence de sa mort. Mais ce meurtre comportait un nouvel élément qui glaça le sang des survivants. Épinglé à la poitrine du docteur Hébert, à l'aide d'une épingle chirurgicale, se trouvait un petit morceau de papier. Dessus, écrit d'une main élégante, figuraient 2 mots « Souviens-toi de Bâton Rouge ». Les chevaliers comprirent immédiatement le sens du message, contrairement aux autorités locales et aux journaux qui ne le comprendraient jamais. En mars 1868, le docteur Hébert s'était rendu à Bâton Rouge pour témoigner dans une enquête fédérale sur les violences du clan. Une femme noire, nommée Sarah Budreau, avait accusé plusieurs hommes blancs, dont des chevaliers de la paroisse de Saint-Martin, d'avoir attaqué son mari et incendié leur maison. Le docteur Hébert avait témoigné que le mari de Sarah n'était pas mort des blessures infligées par ses agresseurs, mais de problèmes de santé préexistants. Un mensonge qui avait permis aux accusés d'être libérés. 3 mois plus tard, Sarah Budreau avait été retrouvée morte dans une pension de la Nouvelle-Orléans, la gorge tranchée. Le crime avait été officiellement attribué à un vol, bien que rien n'eût été dérobé. Le billet montrait clairement que Céleste connaissait cet épisode. Plus encore, il suggérait un lien personnel, un désir de voir le docteur Hébert puni pour son rôle. Mais comment pouvait-elle le savoir? Comment une veuve créole de la Nouvelle-Orléans pouvait-elle posséder une connaissance aussi précise des activités du clan à Bâton Rouge, 4 ans plus tôt? La réponse vint d'une source inattendue. Le juge Théo, en examinant d'anciens articles de journaux et des documents judiciaires, découvrit que Sarah Budreau n'était pas seule lorsqu'elle était morte. Elle avait une fille, âgée d'environ 12 ans à l'époque, qui avait disparu après le meurtre de sa mère. Aucun registre n'indiquait ce qu'était devenu l'enfant. Elle s'était simplement volatilisée dans le chaos de la Louisiane d'après-guerre, un enfant déplacé de plus parmi des milliers. Le juge apporta cette information à la réunion suivante des chevaliers, tenue à l'hôtel de Jessup un mardi soir, déplacés par rapport à leur habituel jeudi, afin de rompre toute routine prévisible. Il exposa la chronologie. Sarah Budreau, assassinée en 1868. Sa fille disparue. Et maintenant, 4 ans plus tard, une femme mystérieuse apparaissait à Brobridge et commençait à tuer méthodiquement les hommes responsables de ce meurtre et de la campagne de terreur plus large menée contre les affranchis. « C'est la fille », dit Jessup, la voix à peine audible. « Mon Dieu, c'est la fille de Sarah Budreau, revenue pour se venger. » Mais cette théorie posait problème. Céleste semblait avoir la trentaine, bien trop âgée pour être l'enfant disparu en 1868. À moins que toute son apparence ne soit une fiction soigneusement construite. Son âge, son passé, son identité, autant de mensonges conçus pour lui donner accès à ses cibles. À moins qu'elle n'ait passé 4 années à planifier cette campagne, à identifier les responsables, à les retrouver, à se préparer au rôle qu'elle devait jouer. Les implications raciales de cette hypothèse les troublaient encore davantage. Si Céleste était la fille de Sarah Budreau, elle était noire, malgré sa peau claire et ses manières raffinées. Elle s'était fait passer pour créole, suffisamment blanche pour évoluer dans leur société sans éveiller de soupçons. Chaque homme qu'elle avait séduit avait commis ce que la loi louisianaise considérait encore comme un crime de métissage, une faute pénale et une souillure morale. Le scandale les détruirait, même s'il survivait à sa vengeance. « Nous devons l'arrêter maintenant », dit le shérif d'Hérault. « Ce soir, avant qu'elle ne tue encore. » Mais le juge Théo secoua la tête. « Sur quelle accusation? Nous n'avons aucune preuve. Les notes ne peuvent être utilisées sans révéler ce qu'elles évoquent. Notre propre enquête est compromise, car nous avons tous été impliqués avec elle. Tout procès exposerait ce que nous avons cherché à dissimuler. » « Alors il n'y aura pas de procès, » dit doucement Marcos Thibideau. L'éditeur du journal, resté silencieux jusque-là, était parfaitement clair. « Nous réglerons cela comme nous avons réglé les autres problèmes.
Discrètement, définitivement. La suggestion flotta dans l'air comme de la fumée. Ils parlèrent de meurtre, de lynchage, de l'exécution extrajudiciaire d'une femme qui n'avait été reconnue coupable d'aucun crime. C'était exactement ce qu'ils avaient fait à d'innombrables affranchis au fil des ans. C'était ce qu'ils avaient fait à Sarah Budreau elle-même. L'ironie n'échappait à aucun d'eux, mais leur peur écrasait toute hésitation morale. Ils votèrent, comme ils le faisaient toujours pour les décisions importantes. 9 hommes restaient dans le cercle intérieur des chevaliers. 9 mains se levèrent en signe d'approbation. Ils tueraient Céleste Defrein avant qu'elle ne puisse frapper de nouveau. Mais tandis qu'ils établissaient leur plan, aucun d'eux ne remarqua que la serveuse de l'hôtel, une jeune femme noire nommée Marie, qui débarrassait des verres dans le couloir, avait tout entendu à travers les murs minces de la salle de réunion, et aucun ne la vit s'éclipser dans la nuit, se hâtant vers le quartier noir de la ville, vers une petite église où certaines personnes se rassemblaient, des gens qui avaient appris depuis longtemps que leur survie dépendait de leur capacité à savoir ce que les Blancs projetaient, avant que ces projets ne puissent être mis à exécution. À l'aube, toute la communauté des affranchis savait que les chevaliers avaient l'intention d'assassiner l'Ave Noire, et par des canaux que les autorités blanches n'avaient jamais compris et ne comprendraient jamais. Un message parvint à l'hôtel, à la chambre numéro 7, où une veuve vêtue de noir était assise à un petit bureau, ajoutant des notes à son journal de cuir. Céleste lut le message, une seule ligne tracée sur du papier brun, et sourit. Elle s'y attendait. En réalité, elle l'avait prévu, car la rage, le désir de vengeance, rendirent les gens prévisibles. Les chevaliers pensèrent la traquer, mais ils n'avaient pas compris une vérité essentielle. Elle les chassait depuis le moment même de son arrivée, et la chasse était loin d'être terminée. Elle rangea ses quelques affaires dans sa malle, régla sa note à la réception de l'hôtel en milieu de matinée. Elle expliqua au commis qu'elle avait reçu des nouvelles d'affaires, l'obligeant à retourner à la Nouvelle-Orléans, le remercia pour son hospitalité et fit porter sa malle au quai des bateaux à vapeur. À midi, Céleste Defrein avait quitté Brobridge, montant à bord d'un bateau à vapeur en direction du sud. Les chevaliers, lorsqu'ils apprirent son départ ce soir-là, ressentirent un mélange de soulagement et de frustration. Elle s'était échappée, mais au moins, elle était partie. Au moins, les meurtres cesseraient. Ils ne pouvaient pas savoir que la femme à bord du bateau n'était pas Céleste, mais une affranchie nommée Charlotte, qui lui ressemblait vaguement, et portait des vêtements empruntés ainsi qu'un voile épais. Ils ne pouvaient pas savoir que la véritable Céleste n'avait jamais quitté la paroisse, qu'elle s'était au contraire installée dans le quartier noir de la ville, dans une petite maison derrière l'église des affranchis, où elle fut accueillie comme une sœur, comme une vengeresse, comme l'instrument de la justice que la loi leur avait refusé. Et ils ne pouvaient pas savoir que les meurtres, loin de s'arrêter, allaient s'intensifier. Eugène Fontineau mourut le 3 septembre, non pas dans son lit, mais sur la route entre son magasin de tissus et son domicile. On le retrouva à l'aube dans sa charrette, la gorge tranchée, son cheval broutant paisiblement à proximité. La position du corps suggérait qu'il voyageait avec quelqu'un, un compagnon qui avait attendu qu'il soit seul sur un tronçon de route sombre avant de frapper, un compagnon en qui il avait suffisamment confiance pour l'installer à ses côtés dans l'obscurité. La note épinglée sur sa poitrine disait « Souviens-toi de l'incendie du magasin Fontineau ». En novembre 1869, 3 affranchis avaient tenté d'ouvrir un magasin concurrent à Brobridge, proposant des conditions de crédit aux clients noirs que l'établissement de Fontineau refusait. En moins d'une semaine, le nouveau magasin avait été réduit en cendres. Les 3 hommes avaient fui la paroisse avec leur famille, et aucune enquête n'avait jamais été menée. Tout le monde savait qui avait ordonné l'incendie. Désormais, tout le monde connaissait le prix de ce savoir. Philippe Rousseau, le banquier, fut le suivant. Il mourut dans sa propre banque le 15 septembre, découvert à l'arrivée des employés le matin. Il avait été tué à son bureau, apparemment alors qu'il travaillait tard sur des comptes. Sa gorge avait été tranchée avec une telle violence que le sang avait éclaboussé les registres qu'il examinait. La note faisait référence à un prêt qu'il avait saisi en 1870, plongeant un fermier affranchi dans la misère et le sans-abrisme, une saisie qui violait les règles internes de la banque, mais qui avait été approuvée parce que le débiteur était noir. 5 hommes morts en 2 mois. Le schéma était désormais évident, non seulement pour les chevaliers, mais pour toute la paroisse. Quelqu'un exécutait systématiquement les hommes les plus puissants de la paroisse de Saint-Martin. Des hommes qui se croyaient intouchables, protégés par leurs fonctions et leur fraternité. Et pourtant, malgré toutes leurs précautions, malgré les gardes,
Les portes verrouillées et les armes chargées, le tueur continuait à les atteindre. Les autorités fédérales, largement absentes des affaires locales depuis les débuts de la reconstruction, prirent enfin notice. Un marshal des États-Unis arriva de Bâton Rouge avec pour mission d'enquêter sur les meurtres et de déterminer s'ils constituaient une attaque contre le gouvernement civil nécessitant une intervention militaire. Le marshal, un homme austère nommé Holbrook, ancien combattant de l'Union et peu compatissant envers les ex-confédérés, commença son enquête en interrogeant les chevaliers survivants. Ce qu'il découvrit le troubla plus qu'il ne l'aurait cru. Les victimes appartenaient toutes à la même organisation. Toutes avaient participé à des violences documentées contre des affranchis. Toutes avaient été tuées d'une manière suggérant un accès intime et une vengeance personnelle. Les notes laissées sur les corps faisaient référence à des crimes précis que les enquêteurs fédéraux avaient tenté, en vain, de poursuivre, faute de témoins, intimidés par des tribunaux locaux corrompus. Le marshal Holbrook interrogea des dizaines de personnes, hommes et femmes, blancs et noirs, habitants de longue date et nouveaux arrivants. Il examina les scènes de crime, relut les rapports du coroner, étudia la logique des attaques, et peu à peu, il reconstitua l'histoire de Céleste Defrein, la mystérieuse veuve qui avait séduit et tué au moins 3 victimes, peut-être les 5. Mais lorsqu'il tenta de la localiser, il découvrit qu'elle s'était volatilisée. Le registre du bateau indiquait qu'une femme voilée correspondant à sa description était partie pour la Nouvelle-Orléans. Mais là-bas, aucune autorité n'avait trace de son arrivée. Elle avait simplement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Alors, Holbrook fit quelque chose d'inhabituel. Il commença à interroger les membres de la communauté des affranchis, non comme suspects, mais comme témoins potentiels. Il parla à des anciens de l'Église, à des femmes tenant des pensions, à des hommes travaillant comme journaliers ou artisans. Il expliqua clairement qu'il cherchait la justice, non la protection de criminels blancs. Peu à peu, les langues se délièrent. On lui parla de l'Ave Noire, la Veuve Noire, bien que personne ne prétendît l'avoir vue personnellement. On lui parla de messages circulant dans la communauté, des notes rédigées par quelqu'un qui connaissait des choses que seuls des affranchis pouvaient savoir, quelqu'un qui comprenait précisément les crimes de chaque victime. On lui parla de la fille de Sarah Budreau, bien que nul ne pût dire avec certitude où elle se trouvait, ni à quoi elle ressemblait désormais. Et un vieil homme, un affranchi nommé Isaiah, ancien charpentier devenu diacre de l'Église, lui dit quelque chose qui changea entièrement la compréhension du marshal. « Vous cherchez une seule femme, une seule tueuse, mais ça ne marche pas comme ça. Vous croyez qu'une personne pourrait traverser cette paroisse en tuant des hommes blancs sans se faire prendre? Vous croyez qu'une femme seule pourrait savoir tout ce qu'il faut savoir, être partout où il faut être, sans aide ?» Holbrook se pencha en avant. « Que voulez-vous dire ?»« Je dis, » répondit Isaiah avec précaution, « que la justice est un fardeau trop lourd pour une seule personne. Je dis que lorsque la loi échoue, les gens trouvent d'autres moyens. Et je dis que vous devriez peut-être cesser de chercher un seul coupable et vous demander pourquoi pas un seul noir de toute cette paroisse ne vous a donné d'informations pour l'attraper. Pourquoi nous sommes tous devenus aveugles et sourds quand il s'agit de l'Ave Noire. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un aveu. Que la communauté des affranchis protégeait le ou les responsables parce qu'elle ne voyait pas ces meurtres comme des crimes, mais comme une justice différée. Que ce qui arrivait aux chevaliers était perçu comme juste, nécessaire et attendu depuis longtemps. Le marshal Holbrook faisait face à une situation impossible. Il pouvait arrêter des affranchis pour complot, mais cela nécessiterait une intervention militaire et déclencherait probablement la violence raciale qu'il avait précisément pour mission d'empêcher. Il pouvait faire pression sur les tribunaux locaux, mais ceux-ci étaient contrôlés par les hommes mêmes qui étaient visés, des hommes sans autorité morale et sans crédibilité auprès de la population noire. Il pouvait imposer la loi martiale, mais cela reviendrait à admettre que le gouvernement civil en Louisiane s'était totalement effondré. Il choisit donc une autre voie, une décision qui le hanterait pour le reste de sa carrière. Il rédigea un rapport affirmant que les meurtres semblaient être l'œuvre d'un criminel itinérant, possiblement une femme se faisant appeler Céleste Defrein, qui avait depuis quitté la juridiction et faisait désormais l'objet d'un mandat fédéral. Il recommanda que les chevaliers survivants prennent les précautions nécessaires, mais précisa qu'en l'absence de témoins ou de preuves matérielles, toute enquête supplémentaire avait peu de chances d'aboutir. Puis il retourna à Bâton Rouge, laissant la paroisse à son propre sort. Les chevaliers survivants, Jessup,
Thibideau, le juge Théo, le shérif d'Hérault, Duplantis et Arsenault comprirent qu'ils avaient été abandonnés par l'autorité fédérale. Ils étaient deuls, face à un ennemi qu'ils ne pouvaient ni identifier, ni localiser, protégés uniquement par leurs propres ressources et un courage qui s'amenuisait. Ils transformèrent leur maison en forteresse. Ils engagèrent davantage de gardes, achetèrent plus d'armes, cessèrent de sortir, sauf en cas de nécessité absolue. Ils se déplacèrent en groupe, jamais seuls, jamais vulnérables. Ils examinèrent leur passé, cherchant lequel de leurs nombreux crimes avait pu faire d'eux une cible, quelle victime pouvait encore avoir une famille en quête de vengeance. Et ils attendirent la prochaine mort. Elle arriva plus tôt qu'ils ne l'imaginaient. Alors que l'on croyait avoir tout vu, l'horreur dans la paroisse de Saint-Martin s'intensifia. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez-la avec un ami amateur de mystères sombres. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre travail. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer ce genre de récit. Découvrons ensemble ce qui se passe ensuite. William Duplantis mourut le 1er octobre, en plein jour, dans la prétendue sécurité de sa demeure de plantation. Il était seul dans son bureau, en train d'examiner des comptes, tandis que 3 gardes armés patrouillaient à l'extérieur. Sa gorge fut tranchée alors qu'il était assis à son bureau, son meurtrier s'échappant par une fenêtre dont le loquet avait été ouvert de l'intérieur, preuve que la fuite avait été préparée à l'avance. La note trouvée sur son corps faisait référence au massacre de Noël de 1868, lorsque Duplantis avait dirigé un raid nocturne contre un campement d'affranchis, incendiant des maisons et tuant 5 hommes qui avaient organisé une campagne d'inscription électorale. Les enquêteurs fédéraux de l'époque n'avaient pas réussi à prouver l'implication de Duplantis malgré de nombreux témoignages, car ces témoins s'étaient ensuite rétractés après avoir reçu la visite d'hommes masqués. Charles Arsenault suivit 2 semaines plus tard. Il fut tué dans l'entrepôt où il stockait son coton. Il s'y était rendu avec le shérif d'Hérault et 2 adjoints pour inspecter un cambriolage signalé. D'une manière ou d'une autre, dans la confusion de la fouille du bâtiment plongé dans l'obscurité, Arsenault fut séparé du groupe. Ils le retrouvèrent quelques minutes plus tard, la gorge tranchée, sa vie se répandant sur les balles de coton accumulées grâce au labeur d'hommes qu'il refusait de payer décemment. La note disait « Te souviens-tu du vol que tu appelais à faire ? 7 morts, 4 survivants. » À ce stade, les chevaliers restants commencèrent à craquer sous la pression. Marcos Thibideau cessa de publier son journal, invoquant la maladie, mais se barricada en réalité chez lui, buvant excessivement, sursautant au moindre bruit. Le juge Théo fit quitter la paroisse à sa famille et commença à gérer ses affaires depuis Bâton Rouge, ne revenant à Brobridge que pour les audiences, sans jamais y passer la nuit. Harold Jessup ferma son hôtel, incapable de maintenir l'activité, alors qu'aucun voyageur n'osait séjourner dans un bâtiment où plusieurs meurtres avaient eu lieu. Le shérif d'Évaux fut le seul à conserver une apparence de routine, bien qu'il se déplaçât désormais en permanence avec 4 adjoints armés et dormit dans la prison paroissiale plutôt que chez lui. En tant que chef nominal des forces de l'ordre, il se sentait tenu de préserver un semblant d'ordre, même s'il reconnaissait en privé son impuissance à arrêter les meurtres. Ce fut Dévaux qui remarqua un schéma que les autres avaient manqué. En examinant les dates des assassinats, qu'il notait sur un calendrier, il comprit qu'ils n'étaient pas aléatoires. Chaque mort avait eu lieu exactement 2 semaines après la précédente. Un rythme rigide, indiquant une planification et un contrôle précis, et non des crimes d'opportunité. Si le schéma se maintenait, la prochaine mort surviendrait le 29 octobre. Il apporta cette observation à ce qu'il restait de la direction des chevaliers. Lui-même, Jessup, Thibideau et le juge Théo. Ils se réunirent dans la prison, dans une cellule aux fenêtres grillagées et gardée à l'entrée, le seul endroit où ils se sentaient vaguement en sécurité. « Elle joue avec nous », dit Jessup, la voix rauque de whisky et de nuit sans sommeil. « Elle veut que nous sachions quand ça arrivera. Elle essaie de nous rendre fous à force d'attendre. »« Alors utilisons-le », répondit Dévaux. « Nous connaissons la date. Nous nous préparons. Nous restons tous les 4 ensemble dans un lieu sécurisé, avec des gardes armés. Nous devenons des cibles impossibles. Nous brisons le schéma. » Ils convinrent d'un plan. Le 28 octobre, ils se rassembleraient dans le palais de justice paroissial, construit comme une forteresse, avec des murs épais et peu de points d'entrée. Ils apporteraient des provisions pour plusieurs jours et suffisamment d'hommes armés pour sécuriser le périmètre. Ils attendraient ensemble l'échéance
Et lorsque novembre arriverait sans nouvelle mort, l'avantage psychologique du tueur serait brisé. Cela semblait raisonnable, une manière de reprendre enfin le contrôle. Ils ne réalisèrent pas qu'ils jouaient exactement le jeu du meurtrier. Car tandis que les chevaliers préparèrent leur défense, un autre plan se mettait en place dans la communauté des affranchis. Des femmes se réunissaient à l'église, officiellement pour des réunions de prière. Des hommes rassemblaient outils et matériaux, officiellement pour des réparations. Des jeunes allaient et venaient, transportant des messages, déplaçant des fournitures, créant un réseau de communication invisible aux autorités blanches. Et dans la petite maison derrière l'église, Céleste, si c'était encore le nom qu'elle utilisait, rencontrait un groupe de personnes qui l'aidaient depuis le début. Il y avait Marie, la serveuse de l'hôtel qui avait entendu les plans des chevaliers et les avait transmis. Il y avait Charlotte, la femme qui avait incarné Céleste sur le bateau à vapeur. Il y avait Isaiah, le diacre, qui avait délibérément égaré l'enquête du marshal Holbrook. Et il y avait d'autres encore, hommes et femmes ayant perdu des proches à cause de la violence des chevaliers, portant leurs propres cicatrices et leur deuil, attendant depuis des années ce moment. Ils pensent se retrancher dans le palais de justice, dit Céleste. Ils pensent pouvoir nous épuiser en attendant. Ils ne comprennent pas que cela n'a jamais été une question de timing ou d'opportunité. Cela a toujours été une question de justice. Et la justice ne s'arrête pas parce qu'ils se cachent derrière des murs. Elle déplia une carte de Brobridge, marquant des emplacements et des itinéraires. Le palais de justice a une faiblesse qu'ils ont oubliée. Lors de la rénovation de 1867, ils ont ajouté une trémie à charbon pour le système de chauffage. Elle va de la cave jusqu'à la rue, couverte par une grille qu'on peut ouvrir de l'extérieur. C'est à peine assez large pour qu'une personne s'y glisse, mais c'est suffisant. « Et une fois à l'intérieur » demanda Isaiah. « Alors je fais ce que je fais depuis le début, » répondit-elle. « Je leur rappelle qu'il existe des crimes que la loi ne peut atteindre, des dettes qui ne peuvent être payées qu'en sang. Et je m'assure que les 4 derniers comprennent, avant de mourir, exactement pourquoi tout cela arrive, et exactement de qui je suis la fille. » La réunion se poursuivit tard dans la nuit, affinant les détails, attribuant les rôles, préparant ce qui serait l'acte final d'une mise en scène mûrie pendant 4 ans. Céleste avait changé depuis son arrivée à Brobridge. Le vernis poli de Madame Defrin était tombé, révélant quelqu'un de plus dur, de plus froid, façonné par le chagrin et la colère en un instrument de vengeance. Mais elle avait aussi changé d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Elle avait tissé des liens avec ceux qui l'avaient protégée, inspiré quelque chose dans la communauté qui dépassait la simple revanche. Elle était devenue un symbole. L'Ave Noire, la veuve noire, celle qui frappait au cœur de la structure de pouvoir qui les opprimait depuis des générations. Qu'elle survive ou non à ce qui allait suivre, qu'elle soit capturée, qu'elle s'échappe ou qu'elle meure en tentant sa chance, elle avait déjà accompli quelque chose de profond. Elle avait prouvé que les chevaliers n'étaient pas invincibles, que la justice pouvait les atteindre là où la loi échouait, qu'il y avait un prix à payer pour la cruauté, même dans un monde bâti pour protéger les cruels. Le 28 octobre, les 4 chevaliers survivants se réunirent au palais de justice paroissiale avec 8 gardes armés. Ils apportèrent de la nourriture, de l'eau, des armes et des lanternes. Ils sécurisèrent chaque entrée, vérifièrent fenêtres et portes, postèrent des hommes au point stratégique. Le juge Théo examina la structure du bâtiment, notant l'épaisseur des murs et les accès limités. Le shérif d'Hérault déploya ses adjoints autour du périmètre. « Nous sommes ici aussi en sécurité que nous le serons jamais », déclara-t-il. « Maintenant, nous attendons. » La nuit tomba sur Brobridge, apportant avec elle la chaleur lourde et l'humidité oppressante d'un mois d'octobre louisianais. Le palais de justice se dressait sur une petite colline au centre de la ville, ses fenêtres illuminées par les lampes, les silhouettes d'hommes armés visibles derrière les vitres. La ville alentour semblait étrangement silencieuse, comme si les habitants avaient tous décidé de rester à l'intérieur pour attendre ce qui allait arriver sans en être témoins. Dans le quartier noir, les gens se rassemblaient en petits groupes, parlant à voix basse, priant et chantant des cantiques qui flottaient dans l'air immobile. Ils se préparaient à quelque chose, sans pouvoir exactement le nommer, comme la nuit précédant une tempête, lorsque l'air s'alourdit, que le ciel prend une teinte verdâtre et que chaque animal sait qu'il doit chercher refuge. À minuit, Céleste sortit de la maison derrière l'église. Elle portait désormais des vêtements sombres et pratiques, permettant une grande liberté de mouvement, rien à voir avec les robes élégantes de Madame Defrin.
Elle avait un petit sac contenant les outils dont elle aurait besoin. Ses cheveux étaient sévèrement tirés en arrière, son visage figé dans une expression de détermination qui la faisait paraître à la fois plus jeune et plus vieille que son âge. Une femme à qui la violence avait volé l'enfance et qui avait passé sa vie d'adulte à se préparer à y répondre. Isaiah marcha avec elle sur une partie du trajet, accompagné de 3 autres hommes faisant office d'éclaireurs. Ils se déplacèrent par des ruelles et des jardins, évitant les grandes artères, utilisant les chemins que les Noirs avaient appris au fil des années pour éviter la tension blanche. Lorsqu'ils atteignirent la lisière de la place centrale, Isaiah lui saisit le bras. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-il. Tu as déjà fait plus que ce que quiconque aurait pu demander. Tu leur as montré qu'ils ne sont pas au-dessus de la justice. Laisse cela suffire. » Céleste le regarda avec des yeux où il n'y avait ni pitié, ni pardon, ni hésitation. « Ma mère est morte en les suppliant d'avoir pitié. Lui, en ont-ils montré? Ont-ils réfléchi à savoir si leur vengeance contre elle était suffisante? Ou ont-ils tout pris? Son mari, sa maison, sa vie, l'avenir de sa fille. Cela s'arrêtera quand ils seront tous morts, Isaiah. Pas avant. » Elle se dégagea et s'enfonça dans l'obscurité, en direction du palais de justice qui se dressait contre le ciel nocturne comme un monument à l'injustice même qu'elle tentait de réparer depuis 4 ans. La grille de la trémie à charbon céda avec une facilité surprenante, comme si quelqu'un avait desserré les boulons à l'avance. Céleste se glissa par l'ouverture, tombant sans bruit dans le sous-sol du palais de justice. L'endroit était sombre, encombré de meubles entreposés et de vieux dossiers, l'air épais de poussière et de résidus de charbon. Elle attendit, laissant ses yeux s'habituer à l'obscurité, à l'écoute du moindre signe indiquant que son intrusion avait été détectée. Rien. Tous les gardes étaient concentrés sur les entrées principales, sur les points d'accès évidents. Personne ne pensait à une trémie à charbon à peine utilisée depuis la rénovation. Elle se déplaça dans le sous-sol avec un silence maîtrisé, trouvant l'escalier qui menait au premier étage. C'était la partie la plus dangereuse. La configuration du palais de justice offrait peu d'endroits où se cacher, et les gardes étaient en alerte, armés, s'attendant à des ennuis. Mais Céleste possédait des avantages qu'il n'avait pas anticipés. Grâce aux conversations avec Marie et d'autres personnes chargées du nettoyage du bâtiment, elle savait exactement où chaque planche grinçait, quel couloir offrait les ombres les plus profondes, et où les gardes seraient placés selon les protocoles de sécurité habituels. Plus important encore, elle savait que les chevaliers seraient réunis ensemble, probablement dans la salle d'audience principale ou dans le bureau du juge Théo, restant groupés pour leur protection mutuelle. Ils auraient des gardes aux portes, mais n'envisageraient sans doute pas une attaque venant de l'intérieur du bâtiment. Ils pensaient que la menace viendrait de l'extérieur, d'une foule d'affranchis en colère ou d'un assaut direct. Ils n'étaient pas préparés à quelqu'un déjà à l'intérieur de leur forteresse. Elle atteignit le premier étage et s'arrêta, entendant des voix au bout du couloir. Des hommes qui parlaient, des rires nerveux, la fausse bravade de gens qui essaient de se convaincre qu'ils sont en sécurité. Les voix la guidèrent vers la salle d'audience, où la lumière des lampes filtrait sous les portes closes. Céleste vérifia son sac, s'assurant que tout ce dont elle avait besoin était encore là. Le couteau, assez affûté pour trancher le cuir d'un seul geste. Les 4 billets déjà rédigés, chacun faisant référence à un crime précis. La petite bouteille de chloroforme et le chiffon, au cas où elle aurait besoin de réduire quelqu'un au silence discrètement. Et la photographie, cornée et passée, qu'elle portait sur elle depuis 4 ans, la seule image qu'elle possédait de sa mère, prise par un photographe itinérant en 1866, à une époque où l'espoir existait encore, où la liberté semblait être le début d'un monde meilleur, plutôt que le premier chapitre d'un nouvel enfer. Elle observa la photo dans la faible lumière filtrant par les fenêtres du couloir. Sa mère souriait à l'objectif, jeune, belle et pleine de détermination. Sarah Budreau croyait en la justice, en la loi, en l'idée que le gouvernement des États-Unis protégerait ses citoyens nouvellement affranchis. Elle avait témoigné contre ses agresseurs, faisant confiance au système pour fonctionner, et le système l'avait tuée pour cette confiance. Céleste replia soigneusement la photographie et la remit dans son sac. Puis elle s'approcha des portes de la salle d'audience, son couteau prêt, son cœur stable, malgré la certitude que ce qu'elle s'apprêtait à faire conduirait probablement à sa propre mort. Elle avait accepté cette possibilité des années auparavant. Cela n'avait jamais été une question de survie. C'était une question d'équilibre, de s'assurer que le mal ne restait pas sans réponse, de faire en sorte que le meurtre de sa mère
ait des conséquences. Elle saisit la poignée de la porte et la trouva verrouillée de l'intérieur. Elle s'y attendait. Elle se dirigea vers une fenêtre proche, utilisant son couteau pour libérer discrètement le loquet. La fenêtre s'ouvrit avec un léger grincement qui sembla assourdissant dans le silence du bâtiment, mais qui, apparemment, ne parvint pas jusqu'à la salle d'audience. Elle se glissa à l'intérieur, entrant dans un petit bureau de greffier relié à la salle principale par une porte intérieure. Cette porte n'était pas verrouillée. Elle l'ouvrit juste assez pour voir à l'intérieur. Les 4 chevaliers étaient assis autour du banc du juge, armes à portée de main. 3 gardes étaient postés près des portes principales, tandis que les autres patrouillaient, probablement à l'extérieur. Jessup buvait à une flasque en argent. Thibideau essuyait sans cesse la sueur de son visage, malgré la fraîcheur de la nuit. Le juge Théo parcourait des documents comme s'il pouvait encore se concentrer sur des affaires ordinaires. Le shérif Devaux se tenait près de la fenêtre, regardant la ville plongée dans l'obscurité. « Combien de temps encore » demanda Jessup, la voix pâteuse. « 5 heures jusqu'à l'aube » répondit Devaux. « Ensuite, nous aurons dépassé l'échéance. Alors, nous saurons qu'elle ne peut pas respecter son calendrier. À moins qu'elle ne soit déjà dans le bâtiment, » dit Thibideau. Les autres le regardèrent avec une irritation née de la peur. « Je suis sérieux. Et si elle était entrée d'une façon ou d'une autre? Si elle attendait que nous baissions la garde? Le bâtiment est sécurisé, » déclara fermement le juge Théo. « Nous avons vérifié chaque entrée, chaque fenêtre. Il n'y a aucun moyen d'entrer autrement que par les portes, et elles sont toutes gardées. Nous sommes en sécurité ici. Il suffit de maintenir la discipline jusqu'au matin. » Céleste faillit rire devant l'ironie. Ils avaient vérifié toutes les entrées, sauf celles qu'ils avaient oubliées. Celles qu'utilisaient les domestiques et les ouvriers noirs. Celles qui étaient en dessous de leur considération. C'était la métaphore parfaite de toute leur vision du monde. Ils ne voyaient que ce qu'ils s'attendaient à voir, seulement ce qui correspondait à leur compréhension de la façon dont le monde fonctionnait. L'idée que la justice puisse venir d'en bas, par des canaux oubliés et des personnes invisibles qu'ils avaient ignorées toute leur vie, ne leur avait jamais traversé l'esprit. Elle attendit, patiente comme la mort elle-même, observant leurs habitudes, notant les moments où les gardes changèrent de position, où la tension faiblissait, où quelqu'un tournait le dos. Elle remarqua que l'alcool rendait Jessup imprudent, que la peur de Thibideau le rendait nerveux mais prévisible, que la tentative de normalité du juge le fixait sur ses papiers plutôt que sur son environnement, et que la vigilance du shérif était tournée vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. À 2 heures du matin, lorsque l'épuisement commençait à l'emporter sur l'adrénaline, lorsque l'attention des gardes s'était installée dans une surveillance routinière, Céleste passa à l'action. Elle entra dans la salle d'audience par la porte du bureau du greffier et la referma silencieusement derrière elle. Et dans l'instant précédant celui où sa présence serait remarquée, elle évalua ses options avec le calcul froid de quelqu'un qui avait prévu exactement ce scénario. « Bonsoir, messieurs », dit-elle doucement. Les têtes se tournèrent brusquement vers elle. Les gardes aux portes se retournèrent, levant leurs armes. Pendant un moment, tout le monde resta figé, comme incapable de croire à ce qu'il voyait. « Madame Defrein, » dit enfin le shérif Devaux, « où devrais-je vous appeler autrement ?»« Mon nom, » dit Céleste, « est Joséphine Budreau. Je suis la fille de Sarah et de Marcus Budreau, que vous avez assassiné en 1868. Je suis venu réclamer la dette que vous devez à ma famille. » Elle le dit calmement, sans colère ni emphase, comme on énonce un fait. Et à cet instant, les chevaliers comprirent qu'ils avaient profondément sous-estimé cette femme. Elle n'était ni hystérique ni folle. Elle était déterminée, méthodique, totalement maîtresse d'elle-même. Elle avait pénétré leur bastion, franchi leur garde, atteint le cœur de leur dispositif défensif. Et elle se tenait devant eux, désarmée et sans peur, parce qu'elle avait déjà gagné. Qu'elle les tue cette nuit-là ou non, qu'elle s'échappe ou soit capturée, elle avait déjà accompli ce qu'elle était venue faire. Elle les avait rendus effrayés. Elle leur avait montré que la justice, retardée ou refusée, finirait toujours par les retrouver. « Garde !» dit le juge Théo. « Arrêtez-la, mettez-la en détention. » Mais les gardes hésitèrent. Quelque chose chez la femme qui se tenait devant eux, son assurance absolue, son absence totale de peur, les rendait réticents à s'approcher. Elle semblait pouvoir exploser si on la touchait, se transformer en quelque chose de plus dangereux encore qu'elle n'en avait l'air. « Vous pouvez essayer de m'arrêter, » dit Joséphine. « Vous pouvez me tirer dessus, m'arrêter, me traîner dans une cellule. Mais avant cela, vous devez savoir une chose.
Je ne suis pas seul. Je ne l'ai jamais été. Chaque personne noire de cette ville sait où vous êtes ce soir. Ils savent ce que je fais. Et si je ne sors pas vivante de ce palais de justice, si je ne donne pas le signal que tout s'est déroulé comme prévu, ils ont l'ordre de brûler ce bâtiment avec vous tous à l'intérieur. C'était un mensonge, mais pas entièrement. La communauté des affranchis savait où elle se trouvait, et elle se soulèverait certainement si elle était tuée. Mais Joséphine n'avait donné aucun ordre de ce genre. Elle avait même demandé à Isaïa de tenir tout le monde éloigné du palais de justice, de la laisser affronter seule les conséquences de ses actes. Mais les chevaliers l'ignoraient. Ils savaient seulement que la population noire de Brobridge était largement plus nombreuse que les Blancs, que la violence raciale pouvait se propager comme un incendie, et qu'ils étaient piégés dans un bâtiment qui pouvait aisément devenir leur tombe. « Que voulez-vous » demanda le shérif Deveau. « Je veux que vous compreniez pourquoi vous allez mourir, » répondit Joséphine. « Je veux que vous sachiez que ce n'est ni une violence aléatoire, ni une folie criminelle. C'est la justice, imparfaite, retardée, hors de la loi, parce que la loi nous a trahis, mais la justice quand même. » Puis, d'une voix dépourvue d'émotion mais chargée d'une conviction absolue, elle énuméra chaque crime, chaque attaque, chaque meurtre, chaque acte de terreur que ces 4 hommes et leurs complices morts avaient commis. Elle cita les victimes, décrivit les faits, donna les dates et les lieux avec la précision d'un acte judiciaire. Elle avait passé 4 années à rassembler ces informations, à vérifier chaque détail, afin que, lorsque ce moment viendrait, il n'y ait ni déni, ni échappatoire, ni possibilité d'erreur. Les chevaliers l'écoutèrent avec une horreur croissante, tandis qu'elle exposait l'ampleur totale de leur culpabilité. Individuellement, chacun connaissait certains crimes, mais les entendre tous, énoncés à voix haute, dans un ordre chronologique implacable, dessinait un tableau de terreur systématique dont la cruauté était presque insoutenable. Ils avaient fait cela. Ils avaient créé cette montagne de souffrances, de vies détruites, d'innocents assassinés et de familles brisées, et ils n'en avaient jamais payé le prix, n'avaient même jamais été contraints de reconnaître ce qu'ils avaient fait, jusqu'à maintenant. « Ah, vous confessez, » dit le juge Théo, tentant désespérément de reprendre un semblant de contrôle. « Tout ce que vous venez de dire constitue un aveu de multiples meurtres. Nous avons des témoins. Ces gardes ont entendu chaque mot. » Joséphine sourit. « Alors arrêtez-moi. Mettez-moi en jugement. Laissez-moi témoigner devant un tribunal de tout ce que je viens de dire. Laissez-moi appeler des témoins de la communauté des affranchis. Laissez-moi présenter des preuves pour chaque crime commis par ces hommes. Organisons un procès public où tout sera révélé. Je suis certaine que les autorités fédérales de Bâton Rouge seraient très intéressées. » Le juge se tut. Un procès public les détruirait, même si elle était condamnée. Le scandale serait total et définitif, et il existait un réel risque que des journaux du Nord, sympathisants, s'emparent de l'affaire, qu'elle devienne une cause célèbre, que le procès expose tout l'appareil de terreur qui avait régné sur la Louisiane depuis la fin de la guerre. « Que voulez-vous » demanda de nouveau Deveau. « Je veux ce que tout le monde veut, » répondit Joséphine. « Je veux la justice, mais puisque la loi ne la donnera pas, je me contenterai de l'équilibre. 7 d'entre vous sont morts. Il en reste 4. Je vais vous faire une offre, même si je ne m'attends pas à ce que vous l'acceptiez. Vous pouvez vous livrer aux autorités fédérales. Vous pouvez confesser publiquement vos crimes. Vous pouvez affronter un procès, la prison et la destruction de vos réputations. Ou bien vous pouvez refuser et tenter votre chance contre moi. Ce sont vos seules options. Et si nous vous arrêtons maintenant, demanda Jessup, si nous vous pendons cette nuit et prétendons que vous nous avez attaqués, alors vous devrez expliquer au marshal Hulbrook pourquoi vous avez exécuté une femme sans procès, en secret, au milieu de la nuit. Vous devrez faire face à une enquête, à un examen minutieux et aux questions sur les raisons pour lesquelles je vous ai ciblé. Vous, précisément. Vous devrez risquer l'arrivée de troupes fédérales et l'instauration de la loi martiale. Et vous devrez vivre avec la certitude que la communauté des affranchis prendra tôt ou tard sa revanche, maintenant ou dans 10 ans. Est-ce un risque que vous voulez vraiment courir ? L'affrontement se prolongea, les secondes devenant des minutes, la tension montant jusqu'à faire vibrer l'air lui-même. Puis, de manière inattendue, le juge Théo se mit à rire. Un rire amer, épuisé. « Elle a raison, dit-il. Nous n'avons aucune bonne option. Nous n'en avons jamais eu. Le jour où nous avons décidé que la loi ne s'appliquait pas à nous, nous avons garanti cette fin. Peut-être pas exactement celle-ci, mais quelque chose d'approchant.
Justice retardée, dit-elle. Peut-être a-t-elle raison. Peut-être que c'est simplement la facture qui arrive enfin à échéance. Il se leva lentement, comme si tout le poids de son âge venait de l'atteindre d'un seul coup. Je ne confesserai pas. Je ne me livrerai pas. Je n'ai pas ce courage-là. Mais je ne vous combattrai plus non plus. J'en ai fini. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Si vous préférez me laisser vivre dans la peur le temps qu'il me reste, faites-le. Je m'en moque. Je suis fatigué. Ce n'était pas exactement une reddition. C'était plutôt l'épuisement. L'effondrement de la volonté qui survient quand quelqu'un reconnaît enfin qu'il a été vaincu. Les trois autres chevaliers le regardèrent avec un mélange de mépris et d'envie. Mépris pour sa faiblesse, envie pour son honnêteté. « Je ne suis pas prêt à mourir », dit le shérif d'Hérault, « et je ne suis pas prêt à abandonner. » Il dégaina son pistolet et le pointa sur Joséphine. « Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de cet homme. Vous serez mise en détention, jugée et pendue. Voilà comment cela se termine. » Mais avant qu'il puisse faire un pas de plus, avant que la situation ne dégénère en violence, un nouveau son emplit le palais de justice. Des chants, des dizaines de voix s'élevaient à l'unisson, venant de l'extérieur. Les gardes aux fenêtres crièrent d'alarme. Une foule s'était rassemblée sur la place, des hommes et des femmes affranchis de toute la paroisse, tenant des torches et des lanternes, chantant des cantiques qui les avaient soutenus pendant l'esclavage, la guerre et les années amères de la reconstruction. Ils n'étaient pas venus attaquer. Ils étaient venus témoigner, pour s'assurer que ce qui se passerait cette nuit-là dans le palais de justice serait vu et retenu, pour montrer clairement que Joséphine Budreau n'était pas seule. Ils étaient venus reprendre symboliquement le palais de justice, ce lieu censé incarner la loi et la justice, l'encercler de leur présence, de leur voix et de leur refus de rester invisible plus longtemps. Le shérif d'Hérault baissa son arme, comprenant que la situation avait échappé à son contrôle. Il ne pouvait pas tirer sur Joséphine sans déclencher une émeute. Il ne pouvait pas l'arrêter sans devoir traverser une foule de témoins. Il ne pouvait pas la faire disparaître sans garantir que l'histoire se répandrait dans tout l'État, rendant une intervention fédérale inévitable. Il était vaincu, et il le savait. L'aube se leva sur Brobridge le 29 octobre, trouvant le palais de justice toujours entouré d'affranchis, ayant maintenu leur veille toute la nuit. À l'intérieur, la confrontation s'était résolue non par la violence, mais par une étrange négociation qui ne satisfaisait personne et qui pourtant mit fin à la crise immédiate. Joséphine Budreau sortit du palais de justice au lever du soleil, passa devant les gardes qui ne tentèrent pas de l'arrêter et traversa la foule qui s'écarta respectueusement pour la laisser passer. Elle n'avait pas tué les chevaliers restants, bien qu'elle s'y fût préparée. À la place, elle avait accepté quelque chose de plus précieux que la vengeance, la reconnaissance. Le juge Théot avait rédigé une confession complète, documentant chaque crime commis par les chevaliers du Caméléon Blanc dans la paroisse de Saint-Martin, signé, daté et contresigné par ses pairs. Le document ne serait jamais déposé devant un tribunal, jamais utilisé comme preuve officielle. Mais il existait, conservé par des dépositaires de la communauté des affranchis, comme une épée suspendue en permanence au-dessus des têtes des hommes responsables de tant de souffrances. En échange, Joséphine accepta de quitter la Louisiane et de ne jamais y revenir. Elle accepta de ne pas tuer les chevaliers survivants, sauf s'ils reprenaient leur campagne de terreur, auquel cas l'accord serait nul. Elle accepta de disparaître, de devenir un fantôme, comme la mystérieuse Céleste de Frein, et de laisser l'histoire devenir une légende, plutôt qu'un fait documenté. Ce n'était pas la justice, pas vraiment. Trois hommes qui méritèrent de la potence vivraient leur vie naturelle, impunis par la loi, connus de leur communauté comme des monstres, mais protégés par leur richesse et leurs relations. Mais c'était quelque chose, une reconnaissance de culpabilité, l'aveu du crime, un rappel permanent que leurs actes avaient des conséquences, même lorsque la loi détournait le regard. Les chevaliers survivants ne se remirent jamais de cette nuit-là. Le juge Théot démissionna et partit au Texas, où il mourut 2 ans plus tard, rongé par l'alcool et le désespoir. Le shérif d'Hérault perdit sa réélection, battu par une coalition d'affranchis et de blancs progressistes qui trouvèrent enfin le courage de voter contre lui. Harold Jessup vendit son hôtel et quitta l'État. Marcos Thibideau continua à publier son journal, mais ne retrouva jamais son influence. Ses éditoriaux devinrent de plus en plus amers et déconnectés de la réalité. Le pouvoir du Ku Klux Klan dans la paroisse de Saint-Martin se brisa cet automne-là. Sans direction, sans la certitude que la violence resterait impunie, l'organisation se fragmenta et s'éteignit.
La reconstruction se poursuivit, imparfaite, incomplète. Mais le règne de terreur spécifique qui avait marqué les années d'après-guerre prit fin. Et Joséphine Budreau, qui avait passé 4 années comme instrument de vengeance, disparut dans l'histoire. Certains prétendirent qu'elle était partie au Mexique, d'autres au Canada, d'autres encore en France. La vérité était plus simple, plus pragmatique. Elle s'installa à New York, changea une nouvelle fois de nom et consacra le reste de sa vie à travailler avec des organisations soutenant les droits des affranchis, utilisant son intelligence et son expérience pour aider d'autres à naviguer dans le paysage dangereux de l'Amérique d'après-guerre. Elle ne parla jamais publiquement de ce qui s'était passé à Breaux Bridge. Elle n'écrivit jamais de mémoire, ne donna aucune interview, ne chercha aucune reconnaissance. Elle vécut discrètement, modestement, jusqu'à sa mort en 1903, à l'âge de 47 ans, et fut enterrée dans une tombe anonyme à Brooklyn. Mais en Louisiane, dans les communautés noires des paroisses du Bayou, l'histoire de l'Ave Noire se transmit de génération en génération. Elle devint une partie de l'histoire secrète de la reconstruction, les récits que les affranchis se racontaient sur la résistance, la survie et les façons dont des gens ordinaires avaient combattu une oppression extraordinaire. Avec le temps, les détails changèrent, s'enrichirent ou se simplifièrent, se mêlant à d'autres histoires de vengeance et de justice. Mais l'essentiel demeura constant. Une femme dont la famille avait été détruite par le clan avait pris sa revanche, avait tué les meurtriers, avait montré que même les hommes les plus puissants n'étaient pas à l'abri des conséquences de leurs actes. Plus tard, des historiens débattraient de l'existence réelle de Joséphine Budreau, se demandant si cette histoire était vraie ou si elle n'était qu'une légende. Des archives officielles concernant les meurtres existaient bel et bien, mais elles attribuaient les crimes à un assaillant inconnu, jamais arrêté, identité jamais confirmée. La confession signée par le juge Théo ne fut jamais retrouvée, bien que des références à ce document apparaissent dans des récits oraux recueillis dans les années 1930. Quant à Céleste Defrein, elle ne laissa aucune trace dans les archives de la Nouvelle-Orléans, suggérant soit qu'elle était une invention, soit qu'elle avait opéré sous une couverture si profonde que sa véritable identité ne put jamais être établie. Mais l'absence de documentation ne signifie pas l'absence de vérité. À une époque où tant de violences furent soigneusement effacées des registres officiels, où tant de crimes restèrent ignorés et impunis, où la justice pour les affranchis n'existait qu'en théorie, des histoires comme celle de l'Ave Noire remplissaient une fonction essentielle. Elles rappelaient que la résistance était possible, que les puissants n'étaient pas invincibles, que la patience, la planification et le courage pouvaient accomplir ce que la loi et le gouvernement refusaient ou étaient incapables de faire. Et parfois, dans le silence de la nuit, dans ces lieux où la mémoire coule plus profondément que l'histoire écrite, on peut encore entendre une vérité ancienne transmise de grand-mère à petit-enfant, d'ancien à jeune. Il existe des dettes que la loi ne peut régler. Il existe des crimes que les tribunaux ne peuvent punir. Il existe des injustices si profondes qu'elles exigent une réponse en dehors des limites de la société dite civilisée. Et lorsque ces moments surviennent, lorsque le choix se résume à accepter l'oppression ou à lutter par tous les moyens disponibles, des gens ordinaires trouvent parfois un courage extraordinaire. 7 hommes moururent durant l'été et l'automne 1872, la gorge tranchée, leurs crimes recevant enfin une réponse. 4 survécurent, mais ne s'en remirent jamais. Et quelque part dans les ombres de l'histoire, une femme nommée Joséphine Budreau trouva une forme de paix, sachant que le meurtre de sa mère avait été vengé, que les hommes responsables avaient finalement payé un prix, que la justice, imparfaite, sanglante et hors de la loi, avait été rendue. Qu'en pensez-vous? Une histoire comme celle-ci aurait-elle réellement pu se produire dans la Louisiane de la reconstruction? Pensez-vous que la vengeance puisse parfois équivaloir à la justice? Ou ne fait-elle que perpétuer le cycle de la violence? Laissez votre commentaire ci-dessous. Je les lis tous, sans exception, et je veux connaître votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si cette histoire vous a touché, effrayé, ou amené à réfléchir aux coups cachés de l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie les récits sombres de true crime et d'histoires oubliées. Ces histoires comptent, ces voix méritent d'être entendues, et ensemble, nous pouvons nous assurer qu'elles ne soient jamais oubliées. Merci de votre écoute, et à très bientôt pour la prochaine histoire.